Bonsoir, nous sommes heureux de se retrouver sur KTO et ce soir nous allons parler sport et plus particulièrement tennis avec une ancienne joueuse de tennis professionnelle chroniqueuse sportive, Sarah Pitkowski. Bonjour. Bienvenue, merci de nous rejoindre sur KTO. Alors vous avez un parcours particulier, vous avez joué comme joueuse de tennis professionnelle de 1999 à 2001. Un peu plus avant. 1990. 11. 11. Je ne suis pas très bonne en maths, vous voyez, ça se voit tout de suite. À 2001. Oui. Et puis ça. après, vous avez eu un changement de carrière que vous allez certainement nous raconter en étant plutôt dans les médias et dans le commentaire sportif. Tout à fait. Et alors, peut-être qu'on avait quand même d'entrée de jeu envie de vous demander pourquoi avoir choisi cette discipline, pourquoi le tennis ? Pourquoi le tennis ? Peut-être, c'est un sport individuel et petite, je pense que j'étais assez timide, j'avais du mal à me fondre dans un groupe et j'ai trouvé dans le tennis le goût de la compétition et le fait finalement d'avoir une adversaire mais de jouer pour soi et ça devait convenir à mon caractère parce que j'ai fait aussi d'autres sports, j'ai fait de la GRS qui est aussi un sport individuel, mais c'est vrai que je n'ai jamais été attirée par le sport collectif. Pourtant, en vieillissant, travailler en équipe, c'est quand même beaucoup mieux. Ah oui, mais peut-être qu'il y a une angoisse de faire perdre son équipe, vous pensez, quand vous étiez petite ? De partager, peut-être d'avoir la pression, effectivement, comment dire, de joueurs autour de soi, de coéquipiers, et puis trouver sa place dans un groupe quand on est jeune. Quand vous étiez timide. Voilà, je pense qu'il faut trouver sa place. Alors, il y a plein de types de caractères. Il y a le meneur, il y a les suiveurs. Et je pense que je devais être bien toute seule avec moi. Voilà. Même si vous étiez discrète, c'est pas rien non plus d'être seule avec sa raquette devant des spectateurs qui regardent. Il fallait quand même surmonter sa timidité, là. Exactement, mais en fait, le terrain de tennis, c'est comme une scène de théâtre où se joue quelque chose. Bien sûr. Et peut-être que cette distance qu'il y avait entre le court et le public me permettait... Je devais aimer qu'on me regarde, mais je voulais pas partager les choses trop près. Ah donc, oui, là il y avait une sorte de sécurité. Exactement, le terrain était... On est un peu protégé. C'est un peu ambivalent parce qu'on est protégé par ce terrain de tennis, mais en fait on est à la vue de tout le monde. Oui. Mais il y a des choses qui se passent dans nos têtes où on a du mal à trouver les correspondances. Mais en tout cas, ce terrain me convenait. Oui. Mais enfant, vous aviez un talent pour le sport, évidemment. Alors, talent pour le sport, je ne sais pas, le talent pour le travail. Ah. Le talent pour le travail, c'est... je m'épanouissais dans le travail, de répéter, de m'entraîner. J'y trouvais un plaisir, j'y trouvais une satisfaction personnelle Je préférais presque m'entraîner. C'est-à-dire que quand on me disait de m'entraîner toute la journée, ça ne me faisait pas peur parce que pour moi, c'était plus facile d'aller m'entraîner que d'accepter une invitation à un goûter d'anniversaire. Parce que j'étais tellement timide, finalement, c'était l'endroit où je me sentais le mieux. Voilà. Incroyable. Donc un lieu d'épanouissement, mais même dans l'exercice, pas simplement dans le moment du match. Ah oui, absolument. Dans l'exercice, ça vous épanouissait. Surtout dans l'entraînement physique, l'entraînement tennis. Je pouvais m'entraîner pendant des heures. Et donc, quand on répète les choses, on a plus de chances de les réaliser. Donc, je pense qu'il y a eu ce cumul de choses. Et vous avez gardé ce trait de caractère d'aimer travailler ? Oui. Oh oui, malheureusement. Au contraire, pourquoi vous dites malheureusement ? Parce que c'est une qualité extraordinaire. Oui, c'est une qualité, mais il y a un moment où il faut savoir aussi prendre un peu de recul. Mais il y a une boulimie du travail qui existe depuis le temps où j'ai joué au tennis. J'ai même pas eu de temps de latence entre la fin de ma carrière. J'ai eu tellement peur de ce vide que je l'ai rempli tout de suite en faisant des études, en sollicitant des gens autour de moi. Travailler, pour moi, c'est une source d'épanouissement, en fait. Donc, vous perdez jamais votre temps. Ah non, non. Vous savez pas faire. C'est un mot que Les gens qui traînent sur leur téléphone, ça vous donne des boutons, j'imagine. Je traîne sur mon téléphone, mais j'ai mon esprit qui fait autre chose en même temps. Mais ça, c'est les qualités des femmes. On est capable de faire plusieurs choses à la fois. Temps. Donc vous étiez quand même au top 30 mondial. Oui. Donc vous avez quand même fait un parcours magnifique. Oui. Votre famille devait être très fière de vous. Oui, oui. Je m'en étonne encore aujourd'hui. Au prix de beaucoup de sacrifices, parce que j'étais jeune, je voyageais beaucoup. Oui. Donc, il y avait... on voyage entre 25 et 30 semaines par an. Donc, vous êtes éloigné de votre famille
tout ce temps-là, parce que quand on parle de ces années-là, c'est un sport professionnel où on gagne de l'argent, ce qui est déjà fantastique. C'est-à-dire que cet argent-là, on peut l'investir dans sa structure pour pouvoir prendre des professionnels autour de soi, pour voyager. Ouais. Sauf qu'il y a un gap énorme entre les années où j'ai joué et aujourd'hui. À l'époque, ce qu'on gagnait nous permettait de réinvestir pour voyager et nous entraîner, mais je ne pouvais pas avoir le luxe d'emmener mes parents avec moi, je ne pouvais pas avoir mon préparateur physique, je ne pouvais pas avoir un coach tout le temps avec moi. Il fallait que je jongle, c'est une petite entreprise, parce que les gains ne permettaient pas, et les gains, c'est la seule chose qui vous permet de jouer au tennis. Il n'y a personne qui... Vous n'êtes pas comme un sport co où vous êtes salarié d'un club de tennis, vous êtes votre propre chef d'entreprise. Donc très jeune, c'est quand même pas rien comme responsabilité. Absolument. Et inconsciemment, je pense qu'on développe, quand on est sur un sport individuel professionnel, on développe un esprit d'entreprise. J'ai gagné tant, comment je vais l'investir, quel programme je vais faire, qui je vais engager. Donc en fait, sans le savoir, on développe une mécanisme de petit chef d'entreprise. Et vous avez souffert de ces séparations dont Oui, vous parlez. bien sûr. Oui. C'est pour ça que on peut dire 91-2001, c'est long et pas long, mais aujourd'hui, les carrières, elles durent 20 ans, 25 ans. Moi, au bout de 10 ans, j'étais asphyxiée, en fait, cette distance. Vous n'étiez pas faite pour ça? Alors, je suis solitaire, mais là, c'était de la solitude. Et ce n'est pas tout à fait pareil. Faire un sport solitaire, mais finalement être seul dans son quotidien, la solitude du quotidien était pesant. Voilà, là, vous aviez quel âge en 2001? Alors là, c'est moi qui vais faire un calcul. Heureusement, c'est gentil pour moi, vous me mettez à l'aise de m'être trompée. Non, mais j'ai arrêté jeune, j'ai arrêté à 26 ans. Oui, donc à 26 ans, vous étiez asphyxiée de cette solitude. J'avais plus d'air. J'ai commencé à 16 ans, 26 ans, mais aujourd'hui... les conditions de jeu font qu'on voit des joueuses qui jouent jusque 30, 35 ans, mais en fait, elles voyagent avec leur famille. Ah oui, ça n'a rien à voir. Donc, en fait, l'équilibre émotionnel, il est... Et donc, eux ne sont jamais venus? Ils ne sont pas venus? Non. Ils venaient à Roland-Garros, parce que c'était à Paris, quand c'était en France. Wimbledon, ils ne sont pas venus? Non, Wimbledon, l'Open d'Australie... Oui. Quand je faisais le tour du monde, ils ne venaient pas. Et puis, eux travaillaient. Donc, qui vous regardaient évidemment à la télé, oui, avec grande fierté. Oui, quand ils pouvaient. Mais encore une fois, aujourd'hui, on voit tout partout. Bien sûr. Mais on n'avait pas les réseaux sociaux. Donc, en fait, j'ai fait un sport qui était déjà très médiatisé, qui était professionnel, mais qui n'avait pas encore tous les atouts positifs qu'on peut avoir aujourd'hui. Et je me demande toujours, si j'avais joué maintenant, est-ce que ma motivation aurait été la même? Parce qu'il y avait ce souci il y avait de besoin de survivre. C'est le fait de survivre qui permettait d'avancer. Parce que cette solitude, elle était pesante. Donc, en fait, gagner devenait quelque chose un peu un câlin. En fait, ça faisait du bien. Ouais. Pour se dire, j'ai fait pas tous ces sacrifices pour rien. Exactement. Alors qu'aujourd'hui, je pense que les sources de motivation sont différentes. Donc, je me demande toujours... Si ça avait été transposé aux années d'aujourd'hui, quelle aurait été ma source de motivation? Et c'est un grand point d'interrogation. Et puis si vous étiez timide, aujourd'hui, on est quand même encore plus sous le feu des projecteurs, qu'on gagne ou qu'on perde. Ah, absolument. Alors que là, on était plus sous le feu des projecteurs si on gagnait. Exactement. Et là, si vous êtes... Puis là, vous êtes harcelé. C'est-à-dire ça, c'est plus rude quand même, je trouve. Et ça m'est... Enfin, je ne sais même pas comment on peut vivre. Parce que même en étant un peu public, déjà rien que les commentaires en étant un peu public, c'est rude. Ça peut être rude. Et là, en fait, de vous juger sur votre performance, surtout quand on a échoué, ça doit être éprouvant. Hein. Et puis c'est un sport, je répète souvent quand on me parle du tennis, c'est un sport où on perd toutes les semaines. Ah oui. Parce qu'il y a un tournoi par semaine, sauf si vous allez au bout du tournoi. Donc il n'y en a qu'un sur les 32 ou les 64 qui sont au début de la semaine. Il y en a toujours un qui ne perd pas. Tous les autres finissent leur semaine en ayant perdu. Et se construire sur la défaite, c'est aussi un mécanisme mental très particulier. Mais oui, mais c'est peut-être très riche d'apprendre à avoir échoué dans quelque chose Qu'est-ce que ça vous a appris? De se relever. Rebondir. Et la résilience, parce que vous devez avancer malgré une défaite. Et je dis souvent, on a un wording, enfin un jargon tennistique, même quand vous allez en finale, donc vous perdez contre le vainqueur,
quand on vous demande ce que vous avez fait, vous ne dites pas « j'ai terminé deuxième », vous dites « j'ai perdu en finale ». Ah, donc même le langage met en valeur la défaite en réalité. Le jargon est plus souvent associé à une défaite. Donc qu'on doit assumer. Et qu'on doit assumer. Quand vous faites un 100 mètres, vous terminez deuxième, vous ne dites pas « j'ai perdu ». En finale, vous dites « j'ai terminé deuxième ». Ça, c'est étonnant. Alors pourquoi on présente négativement quelque chose qui est déjà magnifique? C'est le jargon de ce sport. Et quand j'ai des parents qui me parlent de ce sport, et pour leurs enfants, je leur dis, vous savez, l'estime de soi, c'est très important. Cultivez l'estime de soi parce que votre enfant va perdre quasiment une fois par semaine. Donc il faut avoir en fait, il faut cultiver l'estime de soi pour pouvoir surmonter ça. Pour pouvoir surmonter le fait que vous pouvez avoir fait 3 super matchs, mais le 4e, vous l'avez perdu. Donc, il ne faut pas rester sur ce 4e, il faut rester sur les 3. Et ça, il faut le cultiver, en fait. C'est un travail mental. Exactement. Et alors, quelles étaient vos clés pour apprendre j'en avais pas, c'est pour ça que c'était très dur. Je comprends, vous deviez avoir le moral à zéro. C'est pour ça que c'était très, très dur. Enfin, voilà, c'est pour ça que j'ai joué une dizaine d'années et que... Après, c'était plus possible. En fait, ça devenait trop lourd. Voilà, c'est vraiment trop Donc, il faut lourd. quand même que les joueurs soient accompagnés aussi affectivement, en fait. C'est ça ce que vous indiquez aussi. Émotionnellement, affectivement. On dit aussi que les sportifs ont besoin d'amour. Mais je pense que c'est le cas, en fait, parce que c'est le sportif de haut niveau, déjà, il a un mécanisme mental qui est différent, puisqu'il est haut niveau, donc c'est haut niveau, donc il a un mécanisme qui est un peu différent de quelqu'un qui a une vie plus sédentaire. Donc déjà, il est hors norme. Et dans ce hors norme, eh bien, tout est hypersensible, tout est décuplé. Donc il a besoin d'amour aussi. Et même quand on fait un sport collectif, quand on regarde les plus grands matchs de foot, quand on regarde notre équipe de France de foot, on sent que même les joueurs, ils ont beau être puissants, ultra riches, ils ont besoin d'amour. C'est là où le public qui s'émerveille, c'est très important. Et ça fait du bien. Et ça, vous le ressentiez quand même, ce public? On le ressent quand on jouait en France. Mais quand vous jouez au fin fond de l'Indonésie, c'est... Voilà. Mais ça a permis de faire des voyages, d'apprendre ce qu'est la culture du travail. J'imagine. La culture de l'effort. De la résilience. Donc, tout ça faisant, ça construit... De la persévérance, parce que quelle persévérance? Ça construit forcément... Une personnalité. Et exactement, ça forge une personnalité, tout à fait. Et alors après, vous avez tout de suite su quoi faire après? Alors, oui, en fait, c'est des concours de circonstances. Alors, timide, petite et très communicante après. Alors, c'est toujours pareil. Il y a des choses qui peuvent être contradictoires. Qui se révèlent. Et... En fait, quand je voyageais, mon seul lien avec la France et avec les jeunes de mon âge, c'était la radio. Donc, en fait, j'enregistrais les émissions radio des jeunes et je me les repassais. Donc, le pouvoir de la voix a toujours été dans mes oreilles. Et quand j'ai arrêté, j'ai été frappée à la porte de radio en disant, voilà, est-ce que vous ne cherchez pas des consultants pour parler tennis? Et je suis tombée... J'ai fait d'abord un stage dans une radio qui faisait que du sport, qui s'appelait Sport OFM, qui était une radio parisienne qui faisait que du sport. Et le rédacteur en chef était un ancien journaliste de Tennis Magazine. Donc quand je me suis présentée, il savait parfaitement qui j'étais. Et donc il m'a dit, très bien, on va te former. Et donc en fait, j'ai appris à poser ma voix. Vous avez une voix très chaleureuse. C'est gentil. J'ai appris à poser ma voix, à m'intéresser à plein de sports. Et donc, je suis rentrée à la radio RMC en 2001. Et puis, vous avez présenté les grandes gueules du sport, là Non, au début, c'était je commentais Roland Garros. Et donc, ma voix a dû plaire. Et donc, j'ai commencé par une émission quotidienne. J'ai arrêté en septembre, j'ai fait des études. J'ai oublié que j'ai fait des études. Vous l'aviez dit au début. J'ai fait des études... j'ai passé l'équivalent d'un bac plus 5 et puis 1 an après, je suis rentrée à la radio et je co-animais une émission le soir sur le sport pendant 3 ans. Et puis après, j'ai changé d'émission. Ça fait plus de 20 ans que je suis sur cette radio. J'ai changé d'émission et la radio fait partie de mon quotidien. C'est-à-dire que quand on dit, si vous allez sur une île, qu'est-ce que vous emmèneriez ?
si on m'enlève la radio, je vais mourir rapidement. Ah ouais, je vais mourir rapidement. Mais c'est lié à ce que vous disiez, cet environnement d'amour en fait, dont vous aviez si cruellement manqué. On a l'impression d'être au cœur de discussions. Par la voix. Par la voix, exactement. Et par la voix, les gens sont proches d'ailleurs. Et bah oui, c'est un média chaleureux. Très chaleureux. Parce que le pouvoir de la voix, on va pas faire d'histoire, mais Charles de Gaulle nous a bien motivés par la voix aussi. Pourtant, il n'était pas là physiquement en France. Ouais. Donc en fait, je suis très sensible à ce pouvoir de la voix, en fait. Ah bah ça tombe bien de séduction. Pour la suite, parce que vous n'entendrez plus que ma voix dans la suite de cette émission. Donc c'est parfait, ça fait une bonne transition. Puisqu'on a dû vous expliquer, vous allez maintenant avoir 4 mots. Oui. Et c'est ma voix que vous entendrez pour vous les présenter, mais ça apparaîtra aussi pour vous le rappeler sur un écran. Et à partir de là, vous nous direz ce que ça vous évoque et ce que vous avez envie de nous dire. Super. À tout de suite. Merci. Nous sommes dans Lumière intérieure sur KTO et nous recevons Sarah Pitkowski. Vous êtes bien installée ? Très bien. Bon, alors c'est parfait. Et donc le premier mot ne vous étonnera pas trop. Le premier mot, c'est athlète. Oui, bah, ça fait partie, athlète, ça fait partie d'une partie de ma vie, en tout cas la première, parce que athlète, ça sous-entend d'avoir une hygiène de vie. Un rapport au corps. Athlète, c'est que vous êtes votre propre outil de travail. C'est ça que ça m'inspire surtout. Donc, ça, voilà, athlète. Et puis, on peut le rester aussi après, parce que je crois que l'hygiène, le travail qu'on y met quand on aspire à être un athlète, je pense que c'est une éducation qui fait partie de vous et qui peut vous servir après dans une vie plus classique. Bien sûr. Et c'est presque un mantra, c'est une référence, en tout cas quand on se perd un peu, de se dire qu'on a été un athlète ou une athlète et qu'on s'est construit comme ça permet de se refocaliser et de refaire son cadre. Mais donc c'est quand même, donc on en a parlé, c'est à la fois des sacrifices et un exercice, et vous l'avez dit à l'instant, un rapport au corps un peu différent. Oui, c'est vrai, oui, parce que c'est votre outil de travail. Et quand on dit être athlète, vous n'êtes pas athlète quand vous arrivez au bureau à 8h30 et que vous en repartez à 17h ou 18h. Quand athlète, c'est être athlète 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Être athlète, c'est un état. C'est pas une fonction, en fait. Et je pense que c'est ça où il faut... je ne sais pas si ce mot se perd, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai appréhendé. Mais du coup, ça veut dire que toute jeune fille, on est attentif à ce qu'on mange, à combien de temps on dort, on ne peut pas faire la fête en buvant trop. Enfin, il y a une forme de vigilance permanente. Tout à fait, oui, tout à fait. C'est exactement ça, puisque votre corps est votre outil de travail. Donc, si vous n'en prenez pas soin, bah, il va falloir assumer après. Donc en tout cas, moi, ma manière de percevoir ce mot-là, c'est alors, je dis une hygiène de vie, mais c'est... parce que je dis une hygiène, mais je n'utilise pas le mot restriction, parce que c'est vraiment... c'est une habitude de prendre soin de soi, en fait. Après, le rapport au corps, quand vous êtes une athlète féminine, c'est encore autre chose, parce que quand vous êtes athlète féminine, quand vous avez 15 ou 16 ans, le rapport au corps, il est un peu plus particulier. Parce qu'il y a l'esthétisme qui va aussi avec. Donc, c'est des points qui sont pas évidents à l'adolescence, où on essaie d'appréhender son corps et que finalement, c'est avec ce corps-là que vous devez performer. On peut, enfin voilà, il peut y avoir un combat intérieur qui est pas facile à gérer. Et une pression qu'on se met soi-même énorme. Oui, et puis le regard des autres. Parce que quand vous êtes athlète, on va juger votre corps aussi. On vous regarde. Exactement. On va vous dire. Il faut le supporter, ce regard. Et il faut le supporter, il faut savoir le mettre quelque part. On va vous dire, ah bah t'es trop musclé, ou t'as grossi, ou t'as maigri, ou qu'est-ce que c'est que ce bourrelet. Enfin, il y a tout un regard qui est
qui peut être un regard comment on va dire ça? Il peut être un regard de comment améliorer son physique, mais il faut faire attention que le mot ne dépasse pas juste le fait que c'est pour s'améliorer et non pas un jugement esthétique. Et petite, moi, j'avais beaucoup de mal à ce que... j'aimais pas qu'on me touche quand mon coach voulait me montrer un geste. Il fallait qu'il y ait une barrière, en fait, parce que j'aimais pas. On peut me montrer, mais on pouvait pas me toucher, quoi. C'était quelque chose qui était assez... j'avais un rapport qui était particulier. Et je mettais toujours une barrière, en fait. J'aimais pas que les gens soient trop près de moi. Vous aviez besoin qu'on vous respecte? Oui, peut-être. Peut-être que ça devait être le respect. Mais en tout cas, à l'époque, oui, c'était, il y avait comme il y avait une zone de sécurité. Oui, puis il y a une forme de pudeur aussi, oui. D'avoir besoin d'une distance, même si on nous regarde jouer, on n'est pas la chose du spectateur. Exactement. Et on est un sport, en tout cas le tennis est un sport féminin où vous êtes en jupe de tennis, en petite tenue. Donc oui, vous êtes... On est très exposé On est exposé, exactement. On est totalement exposé. Et vous êtes exposé pas 3 ou 4 minutes, vous êtes exposé 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, le temps que dure un match en fait. Donc oui, il y a une forme de pudeur et c'est un sport où effectivement il y a eu souvent cette barrière qui a été franchie en fait entre l'athlète et le coach ou l'entraîneur et ça moi c'était quelque chose qui me faisait extrêmement peur. Donc en fait je mettais naturellement une distance systématique. Une barrière de protection. Tout à fait. Je vous ai entendu dire que vous aimiez les grands moments de sport, oui. Et pas simplement d'ailleurs le tennis, mais les grands moments de sport pour l'espèce d'émotion qu'il procure. Est-ce que vous avez envie de nous partager cette émotion? Comment est-ce que vous la qualifieriez? Les grands moments de sport, c'est les frissons que ça procure, le direct en fait. Parce que qu'est-ce qui se passe en direct aujourd'hui? Malheureusement des guerres et le sport reste quelque chose qui est du direct et qu'on peut partager. Je pense que, et encore plus, en tout cas pour ma part, quand c'est une équipe de France qui performe. Oui, vous êtes fière. Ah vous êtes très fière. Exactement. Même dans une autre discipline. Absolument. Je suis super fière. J'ai les frissons. Je m'imagine à la place du sportif, de l'athlète, ce qu'il ressent. Et en fait, j'ai envie de lui prendre son émotion et de me la transposer. Ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien de voir un champion olympique monter sur la première marche du podium avec sa médaille, comme on a vécu pour Paris 2024. C'était magnifique. Ça fait un bien pas possible quand vous avez une équipe de France de foot qui est championne du monde. Mais je sais pas, je pense que je suis pas toute seule, ça se partage. Il y a une forme d'énergie. Oui, tout à fait. Il y a une joie et une énergie. Le lendemain, quand vous vous retrouvez au bureau, tout le monde partage ce qu'il a vécu, en fait. Et je trouve que le sport procure ce frisson et il rassemble. Vous êtes content d'être à côté de quelqu'un et d'avoir ce sujet commun, dire bon alors, t'as vu ce qu'ils ont fait hier, et puis t'as vu un tel qui a fait tel sport ou qui a gagné telle médaille. Ça donne tout de suite un sujet de conversation où en fait, il n'y aura pas de désaccord. On sera forcément d'accord et on va partager la même joie. Une communion, en fait, le sport comme une école de communion. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on va passer au deuxième mot, qui nous parle aussi d'une vertu du sport, et un mot que j'ai entendu dans votre bouche, humilité. Ah oui. Alors, humilité, oui. Humilité. Écoutez, je vous ai entendu dire ça. Oui, disant que Raphaël Nadal, je vous cite, plus il gagne, plus il est humble. Absolument. Et après, vous avez dit, cet homme est le sportif idéal. Absolument. Un sportif, enfin, alors, ce monsieur est absolument hors norme aussi. Moi, ça m'a fait un peu... Enfin, c'est pas que ça m'a fait défaut. J'en avais peut-être trop, en fait. Et l'humilité, il y a des fois, il faut la bousculer, il faut l'enlever pour pouvoir... casser un plafond de verre, en fait. Pour moi, humilité, c'est un peu rester en dessous, ne pas s'exposer. Et je pense que
j'admire Nadal parce qu'en fait, il a réussi à être humble tout en étant immense, combatif, immense, vouloir repousser les limites. Et en fait, pour moi, humilité, c'est un mot qui est plus, qui ressemble. Enfin, je sais pas comment. C'est un frein, en fait. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est l'humilité. Il faut pas que ce soit associé à un frein, c'est-à-dire rester là où on est et ne pas tenter de grandes choses. Oui, je vois. Comme si c'était différent du manque de confiance en soi. Oui, exactement. Et je pense que j'ai pas su l'utiliser à bon escient, en fait. Voilà. Ça vous a empêché d'oser. Exactement. Alors, j'admire ceux qui arrivent à oser tout en ayant une humilité qui transpire. Et ça, j'admire énormément parce que je ne sais pas comment on fait pour associer ces deux qualités. Parce que et ça transpire de quoi, cette humilité? Par exemple, dans une façon d'être avec les autres, en se sentant petit finalement? Oui, un peu petit ou en voulant rester à sa place. Oui. Voilà. Et je pense que les grandes choses, elles se font quand on est capable de bousculer. On peut bousculer en étant poli, on peut bousculer en étant honnête, on peut bousculer en étant humble, mais moi, j'ai pas réussi à l'utiliser comme ça. Donc vous trouvez que finalement, vous êtes resté trop humble? Absolument, tout à fait. C'est-à-dire que je jouais quelqu'un qui était mieux classé que moi. Par définition, c'était un peu normal qu'elle gagne. Vous vous effaciez spontanément devant l'autre? Oui, exactement. Et je pense que j'ai gardé ça dans ma vie. Donc en fait, c'est un combat de tous les jours. D'essayer de... On peut être honnête, droit, tout en ayant des ambitions ou en étant... en ayant des ambitions de professionnelles, en fait, de s'élever professionnellement, d'aller chercher un poste plus élevé, d'ambitionner de présenter quelque chose de plus profond ou de plus exposé. Après, du coup, vous avez cultivé le talent avec votre second métier de mettre en valeur les autres grâce à ce talent que vous avez de vous effacer. Oui, peut-être, absolument, tout à fait. Et d'ailleurs, je suis mieux derrière que devant. Ou, non, pas derrière, à côté. Je suis mieux à côté que devant. Voilà, le terme est beaucoup plus juste. Parce que je ne pense pas être quelqu'un d'effacé, qui se met derrière. J'ai besoin d'être là pour qu'on me regarde, que je sois là. Pour autant, j'aime pas être toute seule. J'aime pas être toute seule devant. Voilà, j'aime bien être à côté. Vous auriez été un bon coach, peut-être? Oui, je ne le suis pas du tout. Je ne le suis pas du tout. J'essaie déjà de me coacher moi-même avant de coacher les autres. C'est pas très facile, ça, déjà. Ouais. Est-ce que vous avez envie de nous rappeler un très beau souvenir de votre carrière? Je vous ai entendu dire que votre mémoire s'effaçait de cette époque-là. Mais est-ce que, par exemple, je ne sais pas moi, le tournoi de Budapest de 99, est-ce qu'il y a un moment qui vous reste comme magnifique? Oui, c'est un tournoi. Cette image-là, je l'ai encore. Parce qu'en fait, au premier tour, j'étais largement menée. Je devais perdre au premier tour, en fait. Et puis, le match se renverse parce que c'est ça aussi le sport. Il peut y avoir des renversements de situation. Et en fait, j'ai traversé le tableau. En fait, comme si j'étais pas là. En fait, je jouais, mais pour une fois, ma tête était ailleurs parce que j'avais probablement déjà perdu. Donc, en fait, j'ai joué sans frein, sans a priori, et les matchs se sont enchaînés. Et j'ai cette image où je dois faire un discours à la fin. Donc, je suis à Budapest, donc je suis en Hongrie, donc il faut parler anglais. Donc on remercie tout le monde et là, et ça c'est tout à fait moi, la seule personne que j'oublie de remercier, c'était mon entraîneur qui était dans les tribunes. Donc ça s'appelle une gaffe, absolument. Ça s'appelle. Donc de peur de tout oublier, et en fait la personne que j'ai oubliée c'est lui, et c'est normalement la première personne qu'on remercie. En tout cas, on remercie les personnes qui vous ont aidé à atteindre ce niveau. Donc voilà, c'est ma dualité.
Je me suis excusée après. Mais, il a dû bien comprendre, non? Bah oui. Mais il était chiffonné. Bah oui, ça se fait pas en fait. Je regrette beaucoup. Enfin, même si on le fait après, quand on sort du terrain, enfin c'est pas possible. C'est l'émotion qui vous a fait un trou noir. On va dire ça comme ça. C'est sûr. C'est bien compréhensible. On va passer justement au mot suivant, et ce mot, c'est mémoire. Ah, alors la mémoire, elle est compliquée. Il y a beaucoup de souvenirs qui commencent à s'effacer. J'ai du mal à les remettre dans le temps. Mais même des choses... alors, les choses désagréables, j'ai envie de dire tant mieux. Mais même les choses agréables, en fait... la mémoire me fait quand même un peu défaut. Je ne sais pas pourquoi. Ce qui me permet de me souvenir des choses, c'est les odeurs. Si j'arrive à me remémorer une odeur, eh ben, j'arrive à me remémorer le lieu et ce qui se passait à ce moment-là. Et un environnement. Ou un bruit. Je ne sais pas comment on va dire. C'est plutôt olfactif et auditif. Oui, absolument. C'est pas en fait, l'image arrive après. C'est pas l'image d'abord. Ça va être une odeur, un contexte, et puis l'image va arriver et les sentiments vont arriver après. Mais je pense que je sais pas pourquoi, mais en tout cas, si j'essaie de me remémorer par un sentiment, ça revient pas en fait. Je dois faire vraiment un gros effort. Donc et puis il y a des tournois où j'ai des flashs, je vois quelque chose, mais je sais plus si c'était dans tel pays, si c'était avec tel entraîneur. Enfin bon, ça commence à être un peu... C'était peut-être trop d'émotions aussi pour votre cerveau qui a trié. Hein. Ça faisait trop. Exactement, je pense que... Vous étiez saturé. C'est ça. Je crois aussi que la mémoire est sélective et peut-être que ces souvenirs qui étaient une forme de... je le dis, qui était une forme de douleur, peut-être qu'en fait, ils se sont mis quelque part derrière et ils sont très bien derrière et je n'ai pas envie de les refaire mettre devant. Exactement. Ouais. Alors, vous êtes du nord de la France. Oui. Et vous avez aussi des origines juives par votre père. Oui, absolument. Et j'ai entendu dire, mais vous allez nous partager et nous dire si c'est bien vrai, que vous avez fait un pèlerinage à Auschwitz. Oui. Pour y retourner. Alors, est-ce que vous avez envie de nous partager cela? Alors, en fait, il y a deux moments qui m'ont rapprochée d'origine que je ne ressentais pas jusqu'à maintenant, mais je sais d'où vient ma famille. Même si familialement, on ne me l'a jamais expliqué. Donc, l'année de mes 40 ans, j'ai voulu aller découvrir l'Israël. Et j'y suis allée avec ma meilleure amie. Et on a arpenté Jérusalem et Tel Aviv comme si, je sais pas, il y avait quelque chose. Et au moment de repartir, j'apprends par une tante que mon grand-père est enterré à Natania, donc à quelques kilomètres de Tel Aviv. Et on était à quelques heures du retour en France. Et je trouve, comme quoi le monde est tout petit, un entraîneur tennis que je connais depuis toute petite, qui était parti entraîner en Israël, que je rencontre... par hasard. Par hasard. Parce que vivent les réseaux sociaux, on poste qu'on est là, donc on nous répond, on dit mais toi tu es là, donc je suis là. Et il me dit mais j'ai un frère qui est taxi, il va aller voir où est la tombe, parce qu'il y a donc deux cimetières à Natania, pour aller repérer, parce que si c'est écrit en hébreu, de toute manière, je ne pourrais pas retrouver le nom. Et son frère retrouve la tombe, il vient me chercher. Oh là là. Et il m'amène sur la tombe de mon grand-père. Il y avait donc un seul Pitkowski écrit en hébreu. Et donc j'ai pu voir la tombe de mon grand-père, prendre une photo avant de rentrer en France. Oh là là, quel cadeau. Et comme quoi, il y a des choses, et je trouvais ça... voilà, c'est comme si j'étais partie chercher quelque chose, je ne savais pas trop quoi, et finalement, je l'ai trouvé. Et on est en 2026, 2024. Donc en janvier 2024,
le CRIF, avec des journalistes, ont eu l'ambition de proposer un pèlerinage à Auschwitz pour d'ouverture d'esprit en prévision des Jeux Olympiques de Paris 2024. Sauf que les sportifs en activité ont beaucoup de mal à se libérer. Mais c'est surtout être associé à quelque chose. On sait que c'est difficile aujourd'hui l'image et que ça fait vite polémique. Donc les sportifs ne voulaient pas être... parce que c'était médiatisé en fait. Donc ne voulaient pas être associés à ça, pas en période en tout cas de Jeux Olympiques et en carrière. Et donc finalement, les propositions ont été faites à des sportifs qui avaient arrêté leur carrière pour savoir s'ils avaient envie de venir. Et donc quand on me l'a proposé, c'était un cadeau du ciel. C'était juste un cadeau du ciel, voilà. Et donc j'ai fait ce pèlerinage, encore une fois sans vraiment savoir ce que j'allais y trouver, mais en me disant que j'avais besoin de comprendre, ou en tout cas de vivre ce que ces gens-là ont vécu. Ça a été poignant parce que c'était au mois de janvier, c'était sous la neige. Donc en fait le décorum... Encore plus austère. Exactement, le décorum de l'austérité, de la gravité était là. Et donc sont répertoriés les Juifs qui ont été déportés et qui sont morts dans les camps. Donc c'est des énormes recueils de livres avec des noms. Et donc quand on rentre dans cette salle, instinctivement, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder son nom de famille. Ce que vous avez fait tout de suite. Et ce que j'ai fait tout de suite. Et donc j'ai vu effectivement un certain nombre de Pitkowski, de Pitkowska, avec des prénoms qui étaient très slaves. Mais il y avait un prénom qui était bien français, en fait. Et c'est là où je me suis dit, donc j'ai des origines, j'ai une descendance qui était là, parce que mon papa n'est pas capable de me le dire, parce que ma famille, du côté de mon papa, c'est des non-dits. En tout cas, on ne pose pas la question. Et quand je lui ai dit... qu'il y avait un Henri Pitkowski qui était décédé dans un camp. Il me dit, je sais pas qui c'est, je sais pas ce que ça fait, mais en tout cas, ça me rapproche. En tout cas, ça me rapproche de ces horreurs, et je pense que je suis marquée, puisqu'on dit, après, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais on dit que même les descendants du judaïsme portent en eux cette cicatrice, ces traces et cette souffrance. Et je pense que je l'ai, véritablement. Voilà. Bien sûr. Je sais que je porte cette souffrance. Je l'exprime différemment dans un monde où on vit aujourd'hui, mais ça fait partie de moi. Voilà. Et le fait qu'on n'en ait pas parlé, c'est parce que c'était une mémoire trop violente? En famille, on ne pouvait pas évoquer ça? Après, en lisant, en échangeant, il y a beaucoup de Juifs qui ne veulent pas parler, qui ne veulent pas en parler, voilà. Parce que quand ils ont voulu en parler à un moment, on ne les a pas crus. Oui. Donc, et puis je pense que c'est trop pour certains. Donc en fait, sans le dire, en fait, ça a infusé sur des descendances, et ça fait partie, voilà. C'est une blessure qu'on se transmet. Exactement, tout à fait. Alors, on va passer au mot suivant. Et ce mot suivant, c'est vieillir. Alors, ce mot ne me fait absolument pas peur. Au contraire, non, peut-être pas au contraire quand même, mais ce mot ne me fait absolument pas peur, parce que vieillir, c'est associé à la sagesse, à la connaissance de soi, et peut-être d'un mieux-être, voilà. Une forme de paix. Exactement. Et avoir appris à vivre avec ce corps qu'on a mis du temps à apprivoiser, à Ah, dompter. Exactement. Et maintenant, on est réconciliés, lui et on essaye, mais en tout cas, j'ai pas de... Il n'y a pas une... Je suis pas... comment dire...
je suis pas à la recherche d'un jeunisme éternel ou de retrouver le visage parce que nos traits parlent de nous-mêmes, même si c'est plus difficile de se regarder dans la glace le matin quand on se lève. Je cherche pas spécialement à cacher les traits qui font qu'aujourd'hui, on avance en âge, en fait. Voilà. Et en maturité. En maturité, oui. Douceur, peut-être aussi. Oui. En tout cas, ce mot... alors, attention, vieillir et vieillesse, c'est pas la même chose. Hein. Oui. Je suis plus en phase avec vieillir que vieillesse. Bien sûr. Vieillesse qui résonne avec solitude. Oui, et puis perte d'autonomie, et puis maladie. Enfin voilà, bien sûr. Vieillir, je trouve que ce mot, je l'accueille avec bienveillance. Et vous avez parlé de cadeaux du ciel tout à l'heure. Du coup, on est sur KTO, bien sûr. Oui. Et on a envie de vous demander, vous y croyez-vous à un cadeau vraiment du ciel, au sens, pas au sens figuré, mais au sens propre? Un Dieu qui vous aurait fait un cadeau ou quelque chose du ciel qui se serait donné à vous avec cet événement ou ces événements de votre vie? Je pense que les choses n'arrivent pas par hasard. Je pense qu'on les cultive. On les cultive. Et cadeau du ciel, qu'est-ce que j'entends par cadeau du ciel? C'est ni trop triste, ni trop gai, en fait. C'est plutôt... comment je vais expliquer ça? Un cadeau du ciel, c'est peut-être un paquet du ciel. Voilà. On vous donne ça et vous devez faire avec. Voilà. Mais si on vous donne ça, c'est il y a quelqu'un qui donne? Oui, il y a quelqu'un qui donne. Et ça, c'est pas un hasard? Non, c'est pas un hasard. Non, si ça vous ne croyez pas au hasard? Non, je crois pas, absolument pas au hasard. Donc à la limite, vous croiriez à un mot qu'on pourrait appeler autrement, mais une sorte de providence? Oui, exactement. Je pense que je suis plus sur la providence que sur le cadeau. En tout cas, moi, je ne fonctionne pas en pensant que j'ai une étoile au-dessus de ma tête et que tout va bien se passer. Non, la vie montre bien qu'il y a des épreuves. Exactement. Mais on peut en faire quelque chose. Voilà. Et vous croyez que vous êtes comme accompagné par cette providence, enveloppée? En tout cas, si j'en ai besoin, je saurai où aller la chercher. Et où? Je pense dans une... c'est pas une foi, dans une croyance. Dans une croyance, en fait, dans mes origines, dans le fait de savoir qu'il y a un endroit sur cette terre où je pourrais avoir la bienveillance si je dois surmonter des choses qui sont insurmontables. Voilà. Donc dans tous ceux qui vous aiment et qui vous enveloppent de leur tendresse. Oui, et un lieu, l'Israël. Ah oui. C'est-à-dire que s'il y a un endroit, si ce petit bout de terre reste là où il est, c'est de dire que si le ciel me tombe sur la tête, c'est-à-dire que si il y a un déferlement de quelque chose que je ne peux pas surmonter, je me dis que j'ai une terre qui pourra m'accueillir. Voilà. Donc ça, c'est une patrie pour vous, vraiment? Oui, tout à patrie. fait. Oui. Et après la mort, que diriez-vous? Je crois qu'on existe toujours par son âme. Oui, l'âme. Oui, on est toujours vivante. là. Oui, absolument. Donc votre grand-père, tous ceux qui vous ont précédé, vous les sentez vivants? Oui, absolument. Proches, finalement. Oui. Donc c'est peut-être pour ça que vieillir ne vous fait pas si peur? Non, pas du tout. Parce qu'au fond, on marche vers autre chose. Tout à fait. Oui. Et qu'on existe toujours d'une manière ou d'une autre. Exactement. Alors j'avais envie de vous lire un petit passage de la Bible. Dites-moi. Un petit passage. Et alors, je vais vous en lire un petit bout et vous allez me dire ce que ça vous évoque. Rassurez-vous, c'est un passage sur le sport. Hein. Je vous ai pas fait un truc qui n'avait rien à voir. Non, parce que je l'ai pas souvent ouvert. Hein. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est l'occasion, non, aujourd'hui, sur KTO. Absolument. Tout à fait. Alors, c'est un passage de Saint Paul. Saint Paul qui était juif et qui a rencontré le Christ après avoir été un juif très pratiquant. Et d'ailleurs, il est toujours resté cette âme juive. Ne savez-vous pas que dans les courses du stade, tous courent, mais un seul obtient le prix. Courez donc de manière à le remporter. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour recevoir une couronne de laurier qui va se faner, et nous, pour une couronne qui ne se fane pas. C'est joli, non? Oui, c'est très joli. Ça vous plaît? Oui, mais
C'est-à-dire que pourquoi la couronne, elle se fanerait pour celui qui la gagne? Ah, parce ça, que c'est c'est la belle éphémère. question. Parce que la victoire est éphémère. Oui, c'est exactement ça. Et que la prochaine fois, il y aura un échec, peut-être. Et puis qu'il faudra recommencer. Et qu'on repartira sur la même ligne que tous ceux qui courront dans un stade. Et qu'il faudra persévérer à nouveau et ressouffrir et s'imposer à nouveau une discipline sévère. Et que finalement, cette humilité, c'est pas parce qu'on a gagné une fois qu'on va gagner tout le temps. Et donc, ce serait quoi cette couronne qui ne se fane pas? Parce que lui, il parle pour recevoir une couronne de laurier qui va se faner, et nous, pour une couronne qui ne se fane pas. C'est-à-dire que qui ne se fane pas, c'est garder le goût de l'effort, le goût de la compétition, en fait. C'est finalement de ne pas fixer son goût ou son amour pour un sport uniquement sur le résultat. Il faut pas que... En fait, il faut pas se construire que sur le résultat, parce que de toute manière, ça va se faner. Alors que si on se construit dans le plaisir de faire cette discipline, le plaisir de s'entraîner, le plaisir de performer, le plaisir d'être en compétition, finalement, ça ne se fane jamais, puisque c'est un éternel recommencement. Et donc, pour vous, cette couronne qui ne se fane pas, ce serait tout ce que vous avez acquis et qui, ça, personne ne peut vous l'enlever, même si vous avez raté. Ah ben là je pense que personne ne peut me l'enlever, parce que personne n'a travaillé autant que ce que j'ai travaillé. Et donc tout ça, c'est acquis pour toujours, quel que soit l'échec ou la réussite. Exactement, c'est acquis pour toujours. Ça fait partie de soi. En tout cas, ça fait partie de moi. Ah oui, ça se voit d'ailleurs. Et je pense que pour Saint-Paul, ça devait être le paradis, non? Qu'est-ce que vous en pensez, cette couronne qui ne se fane pas? Oui, peut-être. Être avec Dieu. Peut-être être un endroit qui est... où il n'y a plus d'échecs possible. Il n'y a plus d'échecs, où la vie était... Plus de souffrance, la vie éternelle, oui, probablement. Probablement, ça devait être ça pour lui, cette course à acquérir toute la vie pour obtenir la vie éternelle. Exactement, il n'y a pas de fin. Il n'y a qu'un endroit qui restera vivant éternellement. La Jérusalem céleste. Ah bah oui, bien sûr. Ce que vous avez dit tout à l'heure, au fond. Oui, le berceau de toutes ces religions. D'ailleurs, quand... je n'ai pas de croyance spécifique, mais quand vous êtes à Jérusalem, il se passe quelque chose. Même si vous êtes le plus pragmatique des pragmatiques, même si vous êtes le plus scientifique des scientifiques, si on ne croit pas à l'au-delà, à quoi que ce soit, quand vous mettez les pieds sur cette terre, il se passe quelque chose. Il se dégage quelque chose. Ça, indiscutablement, que vous soyez musulman, juif, catholique, peu importe, protestant, peu importe, cette terre a une puissance assez... il n'y a même pas de mots, quoi. Voilà. Et vous le qualifieriez comment, ce quelque chose? C'est... cette terre, vous mettez les pieds dessus, si elle n'est pas détournée, on est tous égaux, en fait. On peut tous être les uns à côté des autres. Quelque chose de la paix, paradoxalement, alors. Oui, absolument, de la paix. De la paix. Vous êtes sur une terre qui est mystique, qui ne fait aucune différence entre toutes les religions. Merci beaucoup, Sarah Witkowski. Merci à vous pour la dernière partie de cette émission. Alors, nous sommes toujours dans Lumière intérieure. Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience particulière, hein? Oui, c'est un peu particulier. Oui. Vous allez creuser un petit peu quand même. Ça vous a pas trop chatouillé? Un petit peu. Mais c'est... Ouais, non, ça permet aussi de se poser, parce que je pense que tous les jours, on ne se pose pas spécialement sur ce qu'on a vécu. Ouais. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a un mot que vous avez préféré plutôt qu'un autre? Je pense l'humilité. Ouais. Ouais. C'est ce qui se dégage de vous. En tout cas, sur ce quoi je dois travailler, en tout cas. Voilà. Mais est-ce qu'il y a un don quand même aussi? Oui, c'est un don, mais en tout cas, par exemple, c'est pas un mot que je veux transmettre à mes enfants. Ah pourtant, vous dites quand même que c'est le sportif idéal, Nadal, parce qu'il est humble. Oui, mais dans le sens, pas le côté négatif de l'humilité. Pas le côté manque de confiance en soi ou se laisser marcher sur les pieds. Exactement, ou de fait de pas oser. Oui. De pas oser. Manque d'audace. Et le manque d'audace, oui, en fait. On aurait dû remplacer humilité par audace. Ah oui, et là, vous auriez aimé parler d'humilité. Et exactement, exactement. Je pense que... Pour vous, les deux doivent aller en même temps. Oui, je pense que audace, c'est pas mal. Mais finalement, vous avez fait preuve des deux, vous aussi. Oui,
Bah oui. Mais je pense que, oui, audace, c'est peut-être celui que je vais garder, en fait. On en a inventé un autre. Donc c'est ça que vous aimeriez transmettre à vos enfants? Exactement, tout à fait. C'est de l'audace. Tout à fait. Et puis on a bien aimé aussi vous entendre sur cette couronne de laurier qui ne se fanerait pas Oui. pour vous. Oui. Et finalement, c'est toutes ces vertus que vous avez acquises par le sport, cette discipline, ce sens de l'effort, je pense que cette droiture, cette loyauté, cet amour de la communion. Les règles, qu'est-ce qui vous apprend les règles aujourd'hui? Oui. Le sport, c'est une discipline de règles, c'est-à-dire qu'il y a des règles à suivre. En tout cas, je pense que le sport est un cadre qui peut permettre effectivement de vivre avec des règles. Je pense que et de construire la paix, du coup. Exactement. Oui. À l'heure où on vit aujourd'hui, quand une balle est dehors, elle est faute. Quand elle est dedans, elle est bonne. C'est-à-dire, on ne tergiverse pas. Oui. Il y a une règle et elle est immuable. Et en fait, je trouve que utiliser le sport comme une éducation permet d'avoir des bases de règles. Et d'avancer dans la vie. Et d'avancer dans la vie, d'avoir un cadre. On sait que quand on n'a pas de cadre, on est déboussolé. Oui. Et le cadre permet d'être une boussole, en fait. Merci beaucoup, Sarah Merci beaucoup, Pitkowski. Bénédicte. Vous pouvez nous retrouver sur ktotv.com. Et on a été très heureux de vous entendre, vous écouter, de se mettre à votre école aussi. Merci beaucoup, en tout cas, de votre invitation. Et puis, on marche vers la Jérusalem céleste. Exactement. Allons-y. Merci beaucoup.